Problématique du dialogue face au processus de Doha et de Washington. Mesdames et messieurs, comment justement comprendre ces trois processus qui sont justement engagés et par quels on devra nécessairement déboucher pour trouver les solutions aux problèmes du pays, notamment la question de l'Est. Changement de constitution, le débat revient. Est-ce une nécessité dans le contexte actuel? Le Congo a-t-il besoin d'aller à une quatrième république? Voilà les deux thématiques qui feront l'objet de cette émission. Je reçois pour vous Monsieur Mike Gardy Diana, qui est analyste politique. Et merci beaucoup, Monsieur Mike Gardy Diana. Merci, Dan. Je vais très bien. Merci, bonne année. Je crois que c'est la première émission de l'année 2026 et j'espère que tout se passera comme d'habitude. J'espère qu'on n'a pas perdu votre fleur d'habitude. Merci beaucoup de nous honorer après tant de rendez-vous aussi parfois manqués. Hein. On en a eu aussi, on va le dire. Oui, mais surtout de votre part, vous êtes aussi occupé en dehors de l'antenne. Exactement. Monsieur Gardy Diana, vous êtes aussi, je veux dire que vous êtes aussi journaliste de formation. Toujours. Ça c'est ma qualité première d'ailleurs. La qualité première. Vous avez un regard qui aussi est un regard qui est propre. Aujourd'hui, face à ce que d'aucuns appellent de tous leurs vœux, justement, la tenue d'un dialogue. Une frange même de la classe politique pas d'un dialogue national inclusif. Quel est votre regard par rapport à cette proposition? Est-elle idéale dans le contexte actuel du Congo? Merci pour la question. Pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que j'ai l'habitude de dire que dans le contexte congolais, pour un État comme la RDC, le dialogue est un mécanisme de gestion. Mais la difficulté, c'est que le dialogue tel que souhaité aujourd'hui, les gens le demandent par traditionnalité. En fait, on a tendance à chaque fois qu'on est en face d'un problème, d'une crise, parfois qu'on sait nommer ou qu'on ne sait pas nommer, on a toujours tendance à croire que la panacée, c'est le dialogue direct. Mais encore que, quand on veut dialoguer, il faut savoir définir le cahier de charge et vérifier le débouché. Les gens parlent du dialogue, mais vous verrez que la plupart des gens qui évoquent la notion du dialogue n'ont pas le même entendement de ce dialogue. Oui. Pour certains, il s'agit d'un dialogue avec les acteurs politiques pour pouvoir consolider, accorder une forme de légitimité au chef de l'État, une légitimité qu'il a déjà. De par le fait qu'il est passé par le processus électoral, il est dans ses mandats constitutionnels. Il y a d'autres qui parlent de dialogue, c'est des gens qui estiment qu'il a échoué dans sa mission de pouvoir assurer l'intégrité territoriale et qu'il a besoin du secours des autres acteurs politiques. Et donc, il faut venir prêter main forte. Il y a cependant une troisième catégorie des gens qui parlent du dialogue comme moyen de correction ou encore de changement de l'ordre constitutionnel pour quelqu'un qu'ils estiment qu'il n'est pas à sa place ou qu'ils n'apprécient pas, qu'ils n'aiment pas. Or, la question c'est comment trouver une jonction pour concilier les trois. Encore que ça serait une entreprise assez périlleuse de vouloir concilier les trois approches, car c'est comme j'ai dit, c'est traditionnalité, c'est parfois conduit avec état d'âme. Le dialogue dont on a besoin maintenant, posons-nous la question. Quelle est la nature de la crise? La crise est sécuritaire. Oui. Je répète, à mon entendement, il n'y a pas de crise politique. Elle n'est que sécuritaire, pas politique. Elle est sécuritaire et sociale. Faut pas oublier. La crise est sécuritaire, mais je considère également que la dimension sociale qu'on a atteint mérite un regard et une considération de crise. Pourquoi il y a lieu de pouvoir appliquer des politiques urgentes. Mais encore que sur l'approche sociale, c'est un devoir dévolu à un pouvoir qui a gagné les élections et qui a un mandat d'apporter des mesures de correction pour apporter des solutions aux besoins des Congolais. Mais sur la question sécuritaire, certes, il y a eu une crise parce que c'est une réalité qui nous prend depuis 30 ans et qu'aujourd'hui, ça mérite quand même un regard assez différent. Si on veut répondre aux problèmes sécuritaires, quelle est la nature du dialogue qu'on doit engager? C'est là où je trouve que, pour les gens qui me suivent aussi, je disais depuis toujours, la piste de solution proposée par la sous-région ne saura atteindre le problème de la RDC car cette sous-région est une caisse de résonance. Si discussion il doit y avoir, il faut discuter avec les vrais instigateurs. C'est-à-dire?
J'aime encore une pensée, les gens n'aiment pas adhérer dans ce que je dis, mais lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la RDC, j'ai beaucoup aimé l'intervention de l'émissaire russe, qui disait, certes, il y a des problèmes, une crise multiforme sur cette problématique de la sous-région, mais je considère aussi que le problème de la RDC est un problème de dette coloniale. Expliquez-vous. Ceux qui nous suivent voudraient comprendre. La dette coloniale, ça veut dire que dans l'historicité de fait, il fait qu'aujourd'hui, la RDC, au regard de ce qu'il représente, est considérée et vue encore par la plupart comme étant une zone d'exploitation. Si ça ne dépendait que de puissance, la RDC ne devrait pas être un État indépendant. La RDC devrait être un espace de terre considéré comme zone stratégique, un peu comme les Greenland pour les États-Unis et ses autres détracteurs, où ça serait une manne pour la forge, ou encore la forge des différentes puissances. Un peu comme l'État indépendant du Congo à l'époque. Exactement, un peu comme l'État indépendant du Congo. C'est là où vous trouverez que la plupart des théoriciens du droit international estiment que les faiblesses, l'impuissance de la RDC sur l'approche diplomatique est congénitale. C'est-à-dire que dès la naissance, on n'a pas été pensé pour être un État indépendant, on a été pensé comme pour être une zone d'exploitation. Malheureusement, l'homme congolais, l'homme politique, surtout, bon, disons, dans tous les secteurs, a gardé cette mentalité-là. Mais au niveau interne, si on regarde ce qu'il y a comme dynamique au niveau interne avec les propositions des part et d'autres, pour dire que la crise aussi a des causes internes, notamment... Je voulais arriver. Oui. Vous allez vite en besogne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc je disais que la crise est sécuritaire. S'il fallait le corriger, dans ce contexte-là, il faut trouver des mécanismes appropriés. Or, dans ce contexte-là, est-ce qu'une table ronde ou un dialogue formé avec les politiques en interne ici est une solution efficace? Inclusif, surtout, pour ceux qui veulent. Dans la notion de l'inclusivité du dialogue, il y a un pan que les gens ne disent pas. C'est que l'idée, c'est de réunir tout le monde. Peu importe le choix politique, peu importe l'orientation, peu importe le contexte actuel. Ce qui est un pas pour les autres de dire, même ceux qui ont décidé de prendre les armes, il faut les intégrer autour d'une table et discuter avec eux. Exactement. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que les gens qui viendront autour d'une table pour discuter avec nous viennent avec quel agenda? Là, c'est la question. Parce qu'on veut une paix. Ne vous en faites pas. Le Congo, il y a eu autant de dialogues. On a longtemps cru que le simple fait de se parler entre Congolais et de se partager des postes suffirait pour endiguer la crise de l'Est. Or, cette crise-là tire ses racines dans des problèmes bien différents que des problèmes internes. Je pense même que les problèmes internes ne sont que des jonctions sur quoi? Des jonctions qu'emprunte cette crise-là. Il suffit de suivre notre plus grand protagoniste, le Rwanda. Vous verrez que le Rwanda a l'habitude d'utiliser les expressions et le langage politique interne pour asseoir son hégémonie. Mais en vous entendant parler, j'ai envie de vous poser la question de savoir est-ce que cette crise est essentiellement interne ou externe? Non, la crise est d'abord externe. D'abord externe. Ouais. Et ensuite... Maintenant, les difficultés, les vicissitudes internes nourrissent cette crise-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui parle des problèmes, des difficultés dans les politiques de gouvernance, il n'a pas tort. Aujourd'hui, si vous posez la question aux Congolais, vous verrez que, certes, en économie, nous on a l'habitude de dire, on peut vanter les éléments, la croissance économique qui est une dimension quantitative, mais la dimension qualitative en ce qui concerne les politiques publiques mises en place pour des vraies dynamiques de développement, il y a encore des lacunes. Ça, c'est une vérité de fait. Mais est-ce que c'est un argument essentiel pour justifier le renforcement de la crise par la prise d'armes, comme certains l'auraient fait? La réponse est non. Si je vous comprends bien, résoudre le problème en interne n'aura pas un impact important sur la résolution générale du problème. Dan, je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous aimez beaucoup les conclusions. Moi, malheureusement, j'ai le sang pédagogique. J'aimerais comprendre. Si, vous allez comprendre. Moi, j'ai le sang pédagogique, j'aime être procédural. Les gens me le reprochent très souvent. Oui, mais c'est moi, je ne sais pas changer pour ça. De manière pragmatique, c'est que les crises internes, en fait, les difficultés internes existent. Mais ces difficultés, résoudre les difficultés internes, n'ont pas d'incidence directe sur la résolution de la crise. Comment cela? L'exemple est simple. Pourquoi on a cette guerre? Parce qu'il existe un État qui a des envies expansionnistes, mais aussi il y a un système au niveau international qui est établi pour pouvoir s'alimenter. J'ai parlé tout à l'heure. Cet État passe par les nationaux. Justement, attends, on va arriver. Oui. On va arriver. Oui. On est dans un contexte où les autres se servent de notre fragilité interne pour pouvoir asseoir une économie de guerre et justement continuer à exploiter. Mais ils se servent de Congolais.
Le dialogue en interne, si c'est un dialogue pour dire, écoute, désormais, chaque Congolais, personne n'a le droit de pouvoir s'allier avec le mouvement rebelle pour piller la République. Vous pensez que c'est les langages, vous pensez que c'est la thématique essentielle que les gens iront évoquer au dialogue? Je pense pas. Je pense que si on veut résoudre cette approche que vous évoquez, c'est-à-dire la complicité des Congolais dans les dynamiques de guerre, c'est aller dans l'approche coercitive. Il y a une ramification mais que je trouverais très dangereuse pour les gens qui aiment le débat. La deuxième thématique que vous voulez proposer, le changement de la Constitution. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on arrive à contraindre les Congolais en interne de ne pas s'allier ou de ne pas créer des groupes armés, servir de béquille à l'État étranger, à l'État rwandais, à l'État rwandais, l'État agresseur, est-ce que vous pensez que ça peut dissuader le Rwanda à pouvoir attaquer le Congo? Ça ne peut pas dissuader le Rwanda parce que de toutes les façons, il s'agit d'un objectif qui date des bien avant Paul Kagame, mais ça pourrait limiter ses options. Et le point essentiel, c'est que ça va renforcer la RDC et pourra le sortir de cette vulnérabilité. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que l'autre a appris à étudier l'homme congolais, connaît les faiblesses et autres, agit en fonction de cela. Et ce qui fait que même quand on veut réfléchir, même quand on veut sortir, le fait qu'il a des leviers qui lui permettent de nous ramener plus bas que terre, il utilise, et particulièrement ce sont les Congolais en interne. Donc, faut faire la part de choses. On peut décider d'avoir un dialogue en interne pour résoudre les problèmes internes, quelques réalités d'ordre social et sociétal en interne. Par exemple, j'estime que la problématique de l'insécurité au niveau de la République est une question qui mérite un dialogue. Pourquoi un dialogue? Je suis de ceux qui estiment qu'il y a eu une démission de la part de certains agrégats politiques qui étaient des compléments dans la gestion de la cité. Je parle par exemple du pouvoir ancestral. Il y a eu un travail de sape qui a été fait aujourd'hui, le pouvoir ancestral qui était gardien justement de l'équilibre entre communautés dans certains coins de la République est extrêmement politisé aujourd'hui, a engendré une certaine vulnérabilité dans la cohabitation de certaines communautés. À ce niveau-là, j'estime qu'il y a une nécessité d'un dialogue pour pouvoir remettre en place des mécanismes pour que ces agrégats reprennent leur pouvoir aux côtés de l'État pour assurer l'équilibre d'un État que je rappelle qui a près de 450 ethnies. Vous avez dit que ce dialogue en interne il est aussi important. Oui. Alors, la problématique qui peut-être pourra s'opposer à ce niveau-là, c'est, on en a parlé, de dialogue dit inclusif, c'est-à-dire même ceux qui ont pris les armes, ceux qui sont condamnés. Là, on parle d'un dialogue politique. Or, ce que moi j'évoque n'est pas forcément un dialogue politique. Vous parlez d'un dialogue social. Un dialogue social, un dialogue technique. Mais qui doit prendre part à ce dialogue technique? Le dialogue technique, c'est comme je dis, c'est chaque communauté. La loi aujourd'hui, on est un État fortement décentralisé. Il y a des représentants, mais il y a également, on a les forces vives, les sociétés civiles aujourd'hui qui font un rôle énorme aux côtés des institutions publiques. Ce sont ces gens-là qu'il faut écouter. Ce sont les gens, en fait, à vrai dire, ce sont vraiment les gens à qui il faut prêter oreille pour voir quelles sont les solutions pour pouvoir résoudre le problème de la cohabitation qu'il y a en interne. Encore précision, quand je parle de cohabitation, je parle ici, il y a des conflits nés parce que les politiques l'ont voulu comme ça. Mais la cohabitation, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a quelques petites crises qui pouvaient se gérer autrefois dans la communauté de manière sociétale, mais qui sont amplifiées à cause des effets politiques. Et donc, il faut permettre à ces gens-là de donner de l'intelligence et de la sagesse pour voir comment retourner à une société comme on était autrefois, qui savait faire la part de choses. Je suis peut-être pas du même clan que Dan, mais il y a un lien plus fort que le clan, c'est l'appartenance à la nation. Exactement. C'est ça le travail qu'on doit faire. Mais je sais qu'on va pérorer pour rien. Les gens qui vont nous suivre ne sont pas dans la dynamique du dialogue que moi j'évoque. On est dans la dynamique du dialogue politique. Tout à fait. Et la réponse à ces niveaux-là, ce que vous verrez que c'est généralement devenu des plateformes, des arguments pour servir les agendas cachés politiques. Je disais tout à l'heure que quand on ira au dialogue, vous voulez avoir le rebelle. Puisque aujourd'hui, j'estime même que la déclaration de l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis a annulé même les effets des assises de Doha. Pourquoi je le dis, Dan? Dans la stratégie choisie aujourd'hui, on voulait scinder les deux approches. Ce que vous avez évoqué, le contexte externe et le contexte interne. On a estimé que le Rwanda étant l'instigateur principal de la crise au niveau de l'Est, il faut discuter de manière externe et permettre également un pragmatisme dans les discussions avec le mouvement rebelle qu'on considère pour la plupart des mouvements congolais, ce qui est faux, et se permettre de se dire des vérités pour trouver aussi des solutions. D'accord, on ne va pas revenir sur les détails, mais je veux qu'on revienne sur la déclaration de l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Madame
Monkadabana, si je me rappelle très bien de son nom. Ce sont des noms compliqués, je vais arrêter moi. Oui, oui. Elle a dit que le Rwanda et les Rwanda et les M23 sont dans une sorte de coordination sécuritaire. Collaboration sécuritaire. Et que là, cette collaboration-là, pour le Rwanda, a pour objectif, justement, de protéger la communauté Tutsi des risques d'un génocide, d'un potentiel génocide qui peut se dérouler de l'autre côté, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Puisque nous parlons du dialogue social, dialogue technique, quelle est votre approche par rapport à cette déclaration de l'ambassadrice? J'étais déjà dans la dynamique de l'approche de l'ambassadrice. Pourquoi j'ai disais que sa déclaration annule les effets ou l'impact des assises de Doha? Parce que j'étais en train de dire, on a décidé de scinder les approches parce qu'on estimait qu'il y a une approche externe, il y a une approche interne. Le Rwanda a pris à part, le mouvement rebelle en interne. Mais quand il établit un lien direct, un lien de causalité entre le Rwanda, principal instigateur reconnu aujourd'hui partout, et le M23, il donne des béquilles à l'argumentaire de la RDC qui a toujours dit, ou comme le chef de l'État le disait lors du sommet du Forum Global Gateway, qu'aujourd'hui, le grand responsable, c'est Paul Kagame. Il suffit qu'il donne l'ordre, cela sera respecté. On l'a même vu encore une fois dans le contexte d'Ouvira, quand il y a eu la pression internationale avec l'appel des États-Unis d'Amérique. Au Rwanda, le M23 se sont exécutés. Donc aujourd'hui, la question, s'il y a eu une passerelle à ces niveaux-là, quelle est la garantie qu'on a de la non-implication du Rwanda dans les doubles discussions? En fait, on se retrouve autour de deux tables avec le même interlocuteur. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc, cette déclaration-là, elle est révélatrice de ce qu'on s'est mis à dire depuis toujours. En fait, ce qu'on connaît déjà depuis toujours. Mais aujourd'hui, ce que le Rwanda ne voulait pas, parce que le Rwanda était dans la stratégie du déni. Et pour quelqu'un qui a pris la profondeur stratégique, c'était une orientation assez cruciale. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces stratégies s'est ébranlé avec cette déclaration-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a engagé des discussions avec le même interlocuteur par deux voies interposées. Donc Doha n'a vraiment plus raison d'être. Je crois que je me sens pas légitime de dire si Doha n'a plus raison d'être, mais je pense que son impact est réduit avec cette déclaration. Parce que la crainte, c'est d'avoir, après une discussion avec Paul Kagame, d'avoir des gens qui vont venir asseoir encore l'agenda de leurs plus grands partenaires et financiers. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le Rwanda qui nous imposerait deux agendas par des voies interposées. Le ministre Patrick Muyaya a annoncé a déclaré que, à l'occasion de l'an 1 de la prise de Goma par les forces rwandaises, il a déclaré ce qui suit. Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, se vont sécuriser, ici je pense à l'ancien président et à tous ses alliés, comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez y compris certains prêtres dans l'église qui propagent des mensonges sous l'accord, y compris sous les choses qu'on n'a jamais signées? Comment pensez-vous que nous pouvons nous asseoir avec eux autour d'une même table? Votre réaction? Là, on parle du dialogue politique. Oui, moi je comprends cette posture. La posture du gouvernement central est bien connue. Oui. Une forme de résistance à un dialogue fourre-tout. Parce que dans l'approche, le pouvoir en place a quand même le mérite de vouloir changer de paradigme. La gestion de la guerre depuis toujours, c'était les gens prennent les armes, font la pression sur le pouvoir, on trouve un terrain d'entente, on fait des compromis et on passe à autre chose. Cette fois-ci, l'idée de pouvoir aller jusqu'au bout, changer un peu la physionomie de cette guerre-là et trouver des solutions définitives. Ce qui fait que la posture également, le regard sur certaines orientations et certains actes posés de manière isolée a changé. Ce qui fait que vous verrez, les prêtres sont venus avec un pacte citoyen, sont venus avec une approche que le pouvoir n'a pas acceptée parce que, je l'ai dit tantôt, il y a eu un caractère conflictogène dans l'approche des prêtres. À quel niveau? Vous ne pouvez pas vouloir être l'église au milieu du village, réunir deux partis, mais prendre position. À quel moment ils ont pris position? Mais je vous cite les déclarations, par exemple, de Marcel Outembi, le président, qui disait une fois, Félix Tshisekedi est à la fois le problème et la solution. Ça veut dire qu'on fustige... C'est Outembi ou c'est Kabila? Hein? Là, c'est Outembi ou c'est Kabila qui Non, les prêtres ont dit ça. Les prêtres ont dit ça. Les prêtres, dans la prise des positions, ont beaucoup tapé sur le pouvoir en place. Quelle idée de pouvoir jouer l'église au milieu du village et concilier les protagonistes. Aujourd'hui, l'église n'est pas crédible aux yeux du gouvernement. Aux yeux du pouvoir, non. Le pouvoir a perdu toute confiance et crédibilité vis-à-vis de l'église parce qu'ils ont estimé que cette église a pris un penchant, a pris une position, une posture. Mais aujourd'hui, ceux qui vous regardent, M. McGardiana,
Pensez-vous qu'un dialogue politique est toujours nécessaire? Et à quelles conditions? Non, mais vous Si, parlez. si, là, si cela est Encore nécessaire. une fois de plus, Dan, c'est pas à moi de juger de la nécessité d'un dialogue politique. Parce que moi, je vais en juger autrement. Le chef de l'État, Non, personnellement. on vous suit comme analyste. C'est ce que je dis. Oui. Être analyste, ça ne veut pas dire que Vous proposez. on se Vous proposez se à targue l'État. le droit Vous de dire propo- certaines vous choses. Oui, proposez à dans mes l'État. propositions maintenant. Oui. Je pense que lui-même, le chef de l'État, est favorable au dialogue. Il l'a dit plus d'une fois. Mais le dialogue sous un autre format, il estime qu'il est le seul habilité à pouvoir engager un Pour vous, dialogue. qu'est-ce qui est idéal? Pourquoi Non, on mais trouve la solution? permettez-moi, Oui. je ne vais pas couper les choses. Quand vous me posez à moi la question, je ne vois aucun inconvénient sur un dialogue politique. Je vous ai dit tout à l'heure. Aucun inconvénient, dialogue politique, Je vois aucun inclusif inconvénient. avec tous ceux qui Je ont pris vois des armes. aucun inconvénient. Et la conséquence, les agendas, vous Moi, je parlez vois- d'agenda caché. Je vois aucun inconvénient. Pas d'application d'agenda caché. Encore une fois, vous avez posé une question, mais le problème n'est pas dans l'application. C'est pas à moi de dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont me dire. Je vous soulevais un problème. Je vous dis, Oui. moi, je ne vois aucun inconvénient. Hmm. Mais le problème, c'est que quelle est la capacité de ce dialogue à faire taire les agendas cachés et à éviter les orientations des natures à servir plutôt l'intérêt externe qu'interne. C'est ça la grande difficulté. On peut avoir un dialogue. Je rentre dans la logique de ce que vous avez dit dès le départ. Hmm. Ils ont pris les armes, et je crois bien que j'ai entendu, il y a Prince Epenge qui a dit un truc de ce genre-là. Il dit, Nanga est peut-être un fils pays. On a encore le temps de pouvoir le pardonner quand il se rendra compte qu'il a choisi un chemin périlleux. Hmm. Hmm. On ne jette pas le bébé et l'eau de bain avec. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que l'absence de la justiciabilité de fait. S'il a commis des faits infractionnels imprescriptibles qui le poussera à aller en prison, ça, c'est pas à moi de décider. Mais moi, j'estime que le dialogue politique, je ne vois aucun inconvénient si, ça nous permettrait de stopper de manière définitive cette duplicité des Congolais qui ne maîtrisent pas les enjeux d'une guerre, mais qui vont s'interposer pour sauver la face d'un État à des envies belliqueuses. Le Rwanda, en l'occurrence. Hmm. Si ça nous permettra aujourd'hui de coucher noir sur blanc et de prendre un engagement solennel, de comprendre la grandeur de la RDC avec sa vocation de puissance en continent, et sur le continent et sur le monde, et de comprendre qu'aujourd'hui, Mais pourquoi ne pas ce sont de sales Parce que besognes Corneille de se Nangaa, mettre à la solde Corneille Nangaa parle. d'un État comme le Rwanda Hmm. pour des Peut-être que- intérêts fiduciaires. Peut-être que les téléspectateurs vont nous pardonner. La deuxième thématique, on la prendra certainement au cours de notre deuxième On numéro peut le flairer. qu'on aura avec Monsieur Mike Gardidiana, parce que cette question de dialogue est beaucoup plus perçante et beaucoup plus importante. Je trouve qu'on doit creuser un peu plus, Ok. avec peut-être deux dernières questions pour finir, Ok. parce qu'il y a une édition, il y a le journal qui va commencer tantôt. Corneille Nangaa parle d'attaque. Il faut attaquer les causes profondes du problème de l'Est, les causes profondes de la problématique de cette insécurité dans la partie orientale. Ne pensez-vous pas qu'on devrait justement s'attaquer aux causes profondes pour savoir pourquoi certains Congolais prennent les armes? De l'anticatastase. Poser la question à Nanga, c'est quoi le cause profonde? Commençons par lui. Pourquoi il a pris les armes? Ah, c'est à lui de le dire. Non, il a déjà dit. Suivant la chronologie des événements qui l'ont conduit à la rébellion, c'est un problème des carabiniers. De vous à moi, qu'est-ce qui peut justifier que Daniel Safou, député honoraire de son État, aille prendre les armes? Il a dit lui-même, on a coupé ses émoluments, ses argents, il s'est retrouvé à vivre La frustration. la frustration. Est-ce une bonne raison pour aller prendre les armes contre sa République? Et vous verrez que, faites l'exégèse, vous verrez que la plupart des politiques qui ont pris les armes, c'est généralement comme alternative pour accéder au pouvoir. C'est le raccourci, le problème. Il faut reconnaître la vérité, c'est que le pouvoir, les différents pouvoirs qu'on a eus, ont souvent eu aussi cette manie de pouvoir créer des frustrés, mais rien ne justifie la prise d'armes par une frustration politique. Rien ne justifie la prise en Parce qu'à cette allure-là, vous verrez Vital Kamerhe prendre les armes. Aujourd'hui, quand on arrête... Parce que j'estime que dans le pouvoir Tshisekedi, il n'y a pas un allié qui a été Est-ce que... martyrisé comme Vital Kamerhe. Il n'y en a pas. Personne ne peut prétendre être le plus martyrisé que Vital Kamerhe. Donc, est-ce que lui aussi il devrait prendre les armes? Je ne pense pas. Et je pense que les causes profondes dont on évoque ici, c'est de l'anticatastase. C'est comme j'ai dit dans le contexte congolais, on peut trouver des éléments de justification à gauche, à droite, un peu du juridisme conféré dans le contexte sociétal pour justifier la présence de quelqu'un dans une rébellion. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des raisons rationnelles. Raisons fondées et rationnelles. Il y en a Je pas. n'en vois pas.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que Mouzé Laurent Désiré Kabila tente de justifier parce qu'on était dans une sorte de monarchie, bon, on trouvera des excuses à ça. Mais dans un État qui est on est quoi, troisième cycle électoral, on va vers non, quatrième cycle. Quatrième cycle, parce que 2 fois pour Joseph Kabila, 2 fois pour Félix Tshisekedi, on est à notre quatrième cycle électoral. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est d'ailleurs dans ces 2 mandats constitutionnels, allait prendre des armes parce qu'il y a un problème social, il y a la pauvreté, et ça serait une raison logique. Merci beaucoup, monsieur Mike Gardidiana. Je dois malheureusement mettre fin à cette belle émission. Mais on va pas se rater. Peut-être pour la prochaine fois, on va revenir de façon détaillée sur cette question qui peut-être seront enrichies avec des nouvelles révélations, nouvelles questions d'actualité qui vont tomber. Nous allons analyser pour vous. Merci énormément. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Merci. Je ne sais même pas j'ai un sentiment d'inachevé parce que les profondeurs, on n'a même pas encore touché. Vraiment. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur KMC TV.